Bonjour à tous et bienvenue au webinaire organisé par Alizé Plasturgie. Donc, je m'appelle Daphné Cucumel, je suis membre du service matériothèque et plateforme de fabrication additive d'Alizé Plasturgie. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un webinaire autour des technologies de fabrication additive, filaments, poudre et résine, pour vous aider en fait à faire votre choix d'investissement en fabrication additive. Donc ce webinaire, c'est le premier d'une série qu'on lance, donc les mardis de la 3D. En fait, il va servir d'introduction à plusieurs webinaires qui vont revenir plus en détail sur chacune des technologies avec des cas d'application dans la plasturgie. Donc, au niveau des informations pratiques sur le webinaire, donc il va durer à peu près 40 minutes et on prendra un temps en fin de session pour répondre à vos questions. Donc, comme votre micro est coupé, je vous invite à les poser directement depuis la plateforme pour qu'on puisse après y répondre. Donc, bien évidemment, on mettra à disposition, comme à notre habitude, donc la présentation PDF ainsi que le replay du webinaire sur notre site internet, donc Alizé Plasturgie. Et je vous invite également à nous faire part de vos suggestions, de vos commentaires, vos remarques sur le déroulé du webinaire ou sur les thématiques qui vous intéressent pour de futurs webinaires, donc directement dans l'enquête que vous allez recevoir à la fin de la session. Donc aujourd'hui, on a deux intervenants qui vont co-animer ce webinaire. Donc Sébastien Moussard, qui est responsable innovation technique au sein d'Alizé Plasturgie, et Stéphane Rodriguez, qui est chargé de projet fabrication additive. Donc, je vais laisser la parole à Sébastien Moussard pour vous présenter le programme. Bonjour à tous, donc merci à tous pour votre participation dans ce contexte un petit peu inhabituel. On aurait voulu le faire un peu différemment puisqu'on voulait au début faire ce webinaire au sein de la plateforme fabrication additive, mais comme vous pouvez vous en apercevoir, nous sommes tous chez nous effectivement en télétravail. Donc effectivement, l'objectif, comme vous l'a dit Daphné, c'est vraiment de faire le point sur les différentes technologies. Et donc effectivement, ce webinaire va durer à peu près une quarantaine de minutes et va permettre de balayer les différentes technologies, puisqu'effectivement, il n'est pas toujours facile, quelle que soit, on va dire, sa connaissance au niveau de l'impression 3D, il n'est pas toujours évident de s'y retrouver, notamment aussi par l'évolution actuelle des technologies, du nombre d'acteurs qui évoluent aussi constamment. Donc vraiment l'idée c'est de vous aider à mieux faire vos choix et puis de vous mettre à disposition effectivement un parc machine qu'on a au sein de la plateforme pour vous aider dans ce choix. Donc le programme, vous l'avez devant les yeux, donc effectivement on va faire un petit préambule sur la fabrication additive, un peu l'état du marché, les grosses tendances actuelles au niveau de la fabrication additive et puis vraiment faire un balayage des différentes technologies et quelques cas d'application et un comparatif des technologies. Voilà, juste quelques mots donc sur la plateforme fabrication additive d'Alizé Plasturgie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc Alizé est une organisation professionnelle qui rassemble à peu près 900 adhérents dans la profession, donc au niveau de la plasturgie et des composites. Le rôle d'Alizé est d'accompagner à différents niveaux les industriels de ce secteur. Donc il y a à peu près un an, Alizé a mis en place une plateforme fabrication additive dans l'objectif de conseiller et d'accompagner les industriels à différents niveaux, notamment au niveau des technologies, de sensibiliser les industriels aux différentes technologies et puis sur des niveaux plus experts, de pouvoir les accompagner sur des choix technologiques, des choix matériaux et puis pour notamment beaucoup d'adhérents qui sont dans la plasturgie, qui sont transformateurs, de pouvoir aussi étudier la faisabilité des outillages, par exemple en impression 3D, pour faire des prototypes bonne matière, bon process par exemple. Donc au sein de la plateforme, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, au niveau de la plateforme, on a un parc machine. On reviendra dessus un peu plus dans le détail tout au long de la présentation. Donc aujourd'hui, on a à peu près une dizaine d'équipements, côté impression 3D, mais aussi côté post-traitement. Et puis effectivement, ceux qui veulent aussi aller encore un peu plus loin, on met en place une veille stratégique, c'est-à-dire de pouvoir avoir régulièrement des actualités, des innovations en lien effectivement avec l'impression 3D. Et puis comme on peut le faire en ce moment, les webinaires, et puis quand ça ira mieux, effectivement, des journées techniques pour pouvoir manipuler, voir un petit peu les imprimantes. Au sein d'Alizé, on a aussi une deuxième activité qui est l'activité formation.
Donc, on a développé au sein du CFP différentes formations en lien avec la fabrication additive sur 2 niveaux, un niveau plutôt sensibilisation et concevoir en lien avec la fabrication additive, et puis un niveau, on va dire, plus expert, où on va aller plus sur des sujets d'optimisation topologique, donc concevoir suivant les sollicitations mécaniques d'une pièce, et puis sur des formations spécifiques sur les technologies. Et puis on met en place aussi des actions en partenariat sur l'impression 3D métal, qu'on abordera un petit peu moins pendant cette présentation, mais sachez qu'il existe aussi des formations. Et puis on travaille beaucoup en partenariat avec les centres d'apprentissage comme le CIRFAP ou des universités sur des formations découvertes aux étudiants. Cette action et cette plateforme a été financée par un grand plan d'investissement et portée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Banque des Territoires. Je vais maintenant donner la parole à Stéphane qui va vous faire un focus sur les machines présentes au sein de la plateforme. Bonjour à tous. Sur la plateforme, comme vous l'avez vu, on est équipé avec pas mal de technologies. On retrouvera en fait toutes les technos les plus utilisées sur le marché. Donc ici, vous avez un aperçu des machines qu'on peut voir sur la plateforme. Et évidemment, tout ce qui va autour, c'est-à-dire le post-traitement. Donc on est équipé en centre d'usinage, sableuse, étuve, etc. pour faire des finitions sur les pièces. Mais on est aussi équipé en logiciel, base de données matière et machine, tout ce qui est logiciel de conception, on est équipé avec SolidWorks, préparation de fichiers pour la fabrication additive avec Magix, structure, création de supports un peu particuliers, et évidemment plein de slicers, ce qui nous permet d'avoir de la diversité dans les interfaces adaptées pour les différentes machines. Évidemment, notre force, c'est aussi le réseau de partenaires qu'on a autour de la plateforme, c'est-à-dire qu'on travaille avec énormément de gens qui sont issus, qui sont fabricants de machines, fabricants de matériaux, fabricants de logiciels, et qui donc apportent leur savoir-faire quand nous, on ne peut pas le donner à nos adhérents. Et donc, c'est aussi une force d'avoir ce réseau. Donc, qu'est-ce que la fabrication additive? Je vais passer sur une chaîne de fabrication assez générale. On va rentrer un peu plus dans le détail en deuxième partie de présentation. Donc, on commence tout simplement avec un fichier 3D créé sous CAO, donc SolidWorks, Inventor, etc., Fusion. Ensuite, on vient mailler notre fichier, donc créer un fichier STL ou ce qu'on appelle du 3MF, un fichier un peu plus récent. Donc là, on vient créer des facettes de notre pièce. Ensuite, on le rentre dans un logiciel de préparation. Donc, ce logiciel va préparer le fichier en fait pour l'imprimante, créer un parcours de la buse, créer un parcours du laser en fonction de la technologie qu'on va utiliser, et donc trancher la pièce en différentes couches. L'imprimante, donc elle va reconstituer ces couches-là, les unes après les autres, d'où la fabrication additive, hein. On vient ajouter de la matière, on vient ajouter les couches les unes sur les autres. Et donc, on a une évolution de la dépose des couches dans la machine. On obtient une ou plusieurs pièces. Derrière cette pièce, elle peut sortir prête à être utilisée, mais dans la plupart des cas, on aura un post-traitement sur les pièces qui est le retrait des supports, un nettoyage des pièces, une finition, coloration, etc. Je vais donc maintenant reprendre la parole. Donc pour vous donner un petit peu un état du marché, hein, donc comme vous pouvez vous en imaginer, donc le marché de la fabrication additive est effectivement extrêmement dynamique depuis quelques décennies, hein, puisque on parle de la fabrication additive depuis les années 80. Donc aujourd'hui, c'est devenu vraiment un secteur avec une forte progression en termes de chiffre d'affaires. Juste pour donner un ordre d'idée, donc à peu près 35 milliards d'euros, plutôt de dollars, d'ici 2024. Une autre donnée vraiment importante, c'est aujourd'hui la part de fabrication de pièces directes a dépassé la fabrication de pièces prototypes. Donc aujourd'hui, on produit plus de pièces finales que de pièces prototypes. Donc on peut considérer vraiment la fabrication additive comme réel outil de production pour la fabrication de pièces. Autre information intéressante sur la partie droite de la slide, c'est un petit peu les différentes technologies. Sans surprise, la technologie la plus répandue, c'est la technologie fil, donc qui utilise un filament en plastique, notamment par la démocratisation des imprimantes 3D, et puis par les coûts qui sont plus intéressants par rapport aux autres technologies. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, évidemment, la fabrication additive touche tous les secteurs d'activité, avec différents niveaux d'intégration, évidemment. Les plus avancés, on va dire que c'est la santé, le médical et l'aéronautique, où effectivement,
pour ces deux secteurs, ils produisent réellement pour des pièces finales, où effectivement l'intérêt de la fabrication additive est de pouvoir réaliser des pièces uniques, personnalisées dans le médical pour faire des pièces adaptées aux patients. Dans d'autres secteurs comme l'automobile, vu les séries, l'impression 3D est plus destinée à la fabrication de prototypes, d'aide à la production, comme dans l'industrie. Et pour certaines, et aujourd'hui, ce qu'on voit émerger chez des grands constructeurs, c'est aussi dans la personnalisation de masse. Donc on va essayer de balayer assez rapidement avant de rentrer dans le cœur du sujet. Les 10 grosses tendances et vraiment les enjeux de la fabrication additive. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut quand même être, sur quoi il faut être conscient, effectivement, c'est la productivité. Aujourd'hui, la productivité est un enjeu important pour la fabrication additive, pour diminuer aussi les coûts de fabrication. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une tendance pour automatiser sur l'ensemble de la chaîne. Donc, par exemple, d'avoir une gestion ininterrompue de la commande jusqu'à la post-traitement, avec effectivement des machines qui vont évoluer avec des technologies de vitesse d'impression de plus en plus importantes, et puis des machines qui permettent de séparer la partie post-traitement, par exemple, et la partie production pour pouvoir post-traiter en temps masqué. Et puis un autre enjeu, c'est la partie automatisation, robotisation. Donc ce qu'on peut voir en bas à droite dans l'image, c'est qu'en fait on peut avoir un parc là il y a 12 imprimantes 3D qui fonctionnent en parallèle, et puis il y a des robots qui viennent changer les supports, les plateaux de fabrication, pardon, et donc du coup sans interruption on peut produire. Deuxième gros enjeu de la fabrication additive, c'est la partie post-traitement, qui aujourd'hui a un fort impact sur le prix pièce. On estime à peu près à 30% du prix pièce. C'est encore un procédé qui est relativement manuel. Donc vraiment l'enjeu dans les prochains temps, c'est vraiment de trouver des solutions d'automatisation du post-traitement, avec des procédés de tribofinition, de lissage chimique, d'enlèvement du support. Voilà. Troisième grosse tendance, sans surprise, c'est la personnalisation de masse. Comme je le disais tout à l'heure, c'est comme dans le médical, c'est par exemple produire une multitude de pièces uniques en une seule fois. Donc le médical, l'aéronautique, pour des objectifs notamment d'allègement, d'optimisation topologique, ou par exemple dans la personnalisation de masse pour les biens de consommation. Quatrième tendance, c'est effectivement la réduction des coûts et des temps de développement produit, notamment pour les plasturgistes, c'est de pouvoir rapidement montrer des prototypes visuels, fonctionnels pour valider une géométrie, ou la fabrication indirecte, c'est-à-dire de faire le moule, l'outillage 3D en 3D, pour pouvoir faire des prototypes bonne matière et bon process. Et cela pour accélérer effectivement le temps de développement et la prise de décision avant d'investir dans un outillage. Cinquième tendance, c'est les matériaux. Ça a toujours été un petit peu le point faible de la fabrication additive. Aujourd'hui, le focus, c'est les matériaux, tous les acteurs classiques de la plasturgie, les BASF, les Solvay et autres, ont des divisions fabrication additive, donc développent des matériaux spécifiques. Donc des matériaux assez techniques, des matériaux de température comme les PIC, les PPSU, etc., qui évoluent sur les technologies fil, technologies poudre. Des technologies qui permettent de déposer de la fibre continue. Donc là, c'est vraiment pour avoir des pièces renforcées, des pièces techniques. L'évolution vers des matériaux souples. Donc depuis quelques années, les TPE, les TPU, et puis depuis assez récemment, tout ce qui tourne autour des silicones, puisque c'est une matière qui a vraiment une des performances intéressantes en termes d'élasticité, en termes de tenue en température, d'où l'intérêt de ce matériau. Et évidemment, la fonctionnalisation, donc par des compounds par exemple, ou des matières qui vont respecter les normes liées à des secteurs d'activité spécifiques, le ferroviaire, l'alimentaire, le médical. Je redonne la parole à Stéphane. Oui, donc on va passer sur l'impact environnemental, qui est un gros sujet à l'heure actuelle, hein. Donc évidemment, le but, c'est d'augmenter la durée de vie des produits, de chercher à faire de la production plus à la demande, parce que la fabrication additive, elle a ce point fort de pouvoir créer de la pièce à la demande sans que c'est un gros surcoût. Donc là, on vient travailler sur les pièces de rechange, notamment comme le fait Boulanger. Aujourd'hui, voilà, si vous cassez des pièces de leur gamme propriétaire,
vous pouvez avoir une sorte de bibliothèque de pièces où vous venez chercher le modèle et vous venez l'imprimer directement chez vous ou auprès d'un prestataire pour modifier des pièces comme des capots de télécommande, des poignées de meubles, etc. Donc ça, c'est un gros enjeu. Évidemment, là, on s'adresse directement sur des petites pièces. Après, le but, c'est évidemment d'étendre ça pour réduire les stocks et les allers-retours que peuvent faire les pièces, notamment sur l'Asie ou d'autres continents. Le deuxième objectif, la force de la fabrication additive, c'est de déposer de la matière là où il y en a besoin. Donc autant en déposer là où il y en a besoin. Et donc la force, ça va être d'alléger les pièces, donc de réduire la consommation dans le milieu du transport, bien évidemment, mais aussi de réduire la quantité de matière utilisée sur certaines pièces, tout en gardant une rigidité proche. C'est ce qu'on voit d'ailleurs sur la pièce qui est en bas à droite, où on a totalement optimisé la pièce en gardant les mêmes propriétés suite à une simulation tout en en enlevant la matière qui, du coup, ne sert à rien et fait perdre du temps et de la matière inutilement sur ce procédé. Le dernier point, c'est les gammes biosourcées. C'est une très très forte demande aujourd'hui sur le milieu de l'injection suite aux régulations qui ont été mises en place. Sur le marché de la fabrication additive, il y a des réponses à ces solutions, à ces problématiques. Et on a des grades de matière de PLA, de PA11, etc., biosourcées, qui permettent de répondre à ces demandes-là. Hop. Donc la septième tendance, c'est le volume. Aujourd'hui, les machines étaient plus cantonnées à des petits volumes. Vous avez vu que sur notre plateforme, on a une machine qui permet de faire du 50 cm3, ce qui est déjà assez conséquent. Aujourd'hui, on a des machines aussi, alors vraiment pour des applications spécifiques pour le moment, mais le but c'est de démocratiser ça aussi, qui permettent d'imprimer des très 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 gros volumes. On voit sur la droite l'impression d'un bateau de type Zodiac, un petit peu plus gros qu'un Zodiac, qui a été imprimé et qui flotte, hein. Après, est-ce qu'il est fonctionnel? Je pourrais pas vous dire, mais c'est pour démontrer qu'on peut imprimer aujourd'hui des très grosses choses, des très gros objets. Et évidemment, l'objectif, c'est d'imprimer derrière des pièces de plus gros volume, dépassant le mètre. Donc ça, évidemment, il y a des fortes demandes sur le naval, le ferroviaire, l'aérospatial. Là, on est sur des pièces qui sont assez conséquentes. Donc, il y a une évolution de ce côté-là. On a aussi une évolution du côté des machines utilisant des pellets. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une étape d'extrusion qui augmente énormément le prix des matières. Si on pouvait partir directement des pellets et payer le polypropylène 2 euros du kilo, ce serait d'autant mieux que de le payer aujourd'hui 30 ou 40 euros sur sur le marché de la fabrication additive. Donc il y a un développement qui se font de ce côté-là, mais évidemment les processus d'extrusion sont adaptés, doivent être adaptés, pardon, et ça demande un petit peu de recherche et pour le moment on n'a pas vraiment de solution très très fiable sur le marché. L'augmentation du nombre d'hectares, donc c'est pour montrer un petit peu le dynamisme du marché. En 2018, on avait 177 constructeurs d'imprimantes 3D, fabricants d'imprimantes et de systèmes associés. Vous avez un exemple en bas à droite des plus gros acteurs fabricants de machines sur le marché de la fabrication additive. Donc c'est assez conséquent. Aujourd'hui, on a une tendance à écrémer un petit peu tous ces acteurs. Il y en a certains qui se font racheter, il y en a d'autres qui disparaissent. Voilà. Donc ça s'écrème un petit peu. Les prévisions de vente pour 2020, c'est 22 000 machines au niveau mondial. Donc c'est assez conséquent, c'est en hausse. Et comme l'a dit Sébastien tout à l'heure, on a une implication de tous les grands chimistes qui ont des départements dédiés à la fabrication additive. BASF a racheté 20 entreprises dans le milieu de la fabrication additive. Voilà, après Covestro, Clariant, Henkel, c'est des acteurs aussi qui sont impliqués, Solvay sur les poudres et sur les résines. Donc voilà, il y a beaucoup d'acteurs, de gros chimistes qui sont impliqués. Au niveau de la formation, évidemment, c'est aussi un enjeu puisque il faut pouvoir faire tourner les machines et avec des pièces qui soient rentables et intéressantes pour la fabrication additive. Comme vous le voyez sur la droite, ça demande des structures un peu spéciales. Il faut aller chercher la réduction de la matière, peut-être des designs plus complexes qui vont permettre d'économiser les temps de production, de réduire les temps de production, d'économiser de la matière. Donc, ça demande une nouvelle façon de penser et cette partie formation, aujourd'hui, elle est en train de se développer. Il y a énormément de choses qui se font dans les universités, les écoles, mais aussi sur la formation continue. On retrouve des formations sur l'optimisation des structures, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la préparation des fichiers, etc. Et donc, chez Alizé, nous proposons évidemment d'accompagner les industriels et les étudiants sur ce format-là. La dernière tendance, c'est les réglementations. Évidemment, il y a des réglementations autour de tout ce qui est HSE, mais ça, c'est inhérent à tous les procédés existants, hein.
peu importe, peu importe le procédé. La fabrication additive, il peut y avoir, voilà, on travaille avec des poudres assez fines de 40-60 microns. Il peut y avoir des dégagements de particules, il y a des résines qui sont CMR. Après, il faut prendre les bonnes précautions. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on a peu de données, ou alors des données constructeurs, mais du coup, il y a toujours un biais qui nous permet pas vraiment de dire est-ce que je peux implémenter une imprimante sans vraiment que ça pose de problème au niveau sécuritaire. Alors, c'est pas alarmiste, hein, c'est simplement qu'il faut voilà, faire ses essais, regarder un petit peu en fonction des matières qu'on va utiliser. Mais de ce point de vue-là, aujourd'hui, on a un manque de données qui est plutôt une faiblesse. Il y a des solutions, évidemment, il y a des personnes qui intègrent des systèmes de filtration dans les machines. Il y a des machines qui sont complètement fermées pour la production, notamment chez HP et OS, où on touche pas du tout à la poudre, tout est automatisé ou presque, en tout cas la plus grosse partie du process. Donc il y a des choses qui se font de ce côté-là. Le deuxième point, c'est la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que la chaussure que vous voyez sur la gauche d'une marque assez connue, aujourd'hui, je peux la reproduire sans problème avec les machines que j'ai sur la plateforme actuellement. Donc, ça pose problème lorsqu'il y a des questions de brevets, des questions de dépôt de marque. Voilà, il n'y a pas de régulation aujourd'hui et pas de traçabilité sur les impressions qui sont faites. Je vais donc maintenant passer aux technologies. Donc, on va vous présenter les différentes technologies qui existent sous 4 catégories. Donc ici, on trouve 5 différentes catégories sous lesquelles on peut placer toutes les technologies existantes, en tout cas sur le polymère. Donc on va commencer avec la projection de matière, on va les détailler une par une. Sur la plateforme, on est équipé en PolyJet, donc technologie de projection de matière déposée par Stratasys. Mais on a aussi la technologie Drop on Demand qui existe et qui est très peu utilisée, donc on va plutôt passer sur la technologie PolyJet. Ici, donc, comment ça fonctionne? On a une tête enfin 2 têtes avec une lampe UV sur le module bleu. Les têtes vont donc projeter de la matière qui est donc support et de la matière modèle. Donc la matière modèle, c'est celle qui va constituer la pièce. La matière support, c'est une matière hydrosoluble qui va en fait être nettoyée au jet de pression. Pourquoi on a besoin de support? Tout simplement parce qu'on ne peut pas imprimer dans le vide dû à la gravité. Si je dépose de la matière à Z égale 100 mm, eh ben, la matière va tomber. Donc on dresse du support et on vient poser la matière par-dessus. Donc ensuite on constitue notre pièce couche par couche. Le plateau donc descend suivant l'axe Z et on vient constituer notre pièce couche par couche. Et on a une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de façon un peu plus visuelle. Donc ici, vous allez voir le dépôt de couches. Donc ici, on a la lampe UV qui s'allume et qui photopolymérise la résine qu'elle dépose. On est sur des couches de 30 microns, donc c'est vraiment très faible. Il y a un très bon dimensionnel, très bon aspect de surface. On a le support hydrosoluble en blanc, la pièce en noir. Donc comme vous le voyez, la pièce est supportée. C'est très flexible, c'est très abrasif comme matière. Le procédé en lui-même est très simple. Donc dès qu'il prend un peu l'humidité, il s'enlève à la main, hein, comme on peut le voir. On peut aussi donc travailler sur des matières souples. Je vais passer sur les matières. Donc là, on travaille avec des bases acryliques et des bases élastomères. Donc base acrylique mélangée et formulée de façon à obtenir des propriétés proches de l'ABS, du polypro, etc. en termes de déformation, mais mécaniquement, on restera sur de l'acrylique. Les investissements sont assez lourds sur cette technologie, de même que la maintenance et les consommables coûtent assez cher. Mais par contre, on va pouvoir obtenir des aspects de surface qui sont relativement bons. Donc là, on travaille, voilà. Donc là, on travaille avec une très bonne précision dimensionnelle, hein. C'est des pièces, on arrive à sortir, c'est sur des pièces carrées, on sort en dessous de 0,05 mm de tolérance, donc c'est vraiment précis. On a une finition, comme vous pouvez le voir, qui est lisse, brillante, très proche de ce qu'on a en injection aujourd'hui. On peut obtenir de la transparence, pardon, faire varier la souplesse de la matière. En intégrant de la matière un peu plus dure dans de la matière souple, on fait varier le short dans la pièce. Donc on peut obtenir une souplesse 40A d'un côté et 90A de l'autre. Ce qui est intéressant, on peut faire de la coloration puisqu'on vient colorer à la gouttelette près. Donc là, on peut avoir des précisions aussi sur la couleur. Et le post-traitement se fait au géo de pression, ce qui est pas trop mal puisque donc c'est manuel, mais c'est assez rapide.
Après, voilà, il y a des solutions qui permettent d'automatiser ça, bien évidemment. Après, on est sur des bases acryliques, donc évidemment, niveau résistance mécanique, on est relativement faible, pour pas dire, on a une matière qui est assez cassante. On vieillit assez rapidement aux UV avec ces matières, donc c'est problématique aussi pour les pièces exposées au soleil. Et on a un choix matière qui est limité, du coup, puisqu'on travaille, alors, un choix matière au niveau de la base, qui est une base acrylique la plupart du temps. Par contre, après, il y a beaucoup de diversité au niveau de la souplesse, de la transparence, des couleurs, des matières flexibles ou non. Et l'investissement en machine et consommable, comme je l'ai précisé plus tôt, est assez conséquent sur ces machines. Donc là, on est plutôt sur du prototypage et de la pièce unitaire, de la petite pré-série, mais on n'ira pas au-delà. Ce pas des machines qui sont faites pour la production. On va passer à la photopolymérisation, donc stéréolithographie qui parle peut-être à certains, et la DLP. Et donc la CDLP, c'est une dérivée de la DLP, un procédé développé par Carbone. Donc la DLP est très très proche de ce process-là. Donc sur la plateforme, on est équipé avec la SLA et la DLP, une Envision Tech assez grand volume, notamment pour la réalisation d'empreintes et de pièces avec un bon dimensionnel, et la SIGA pour les modèles assez précis et qui est biomédique compatible ou biomédical. Dans le principe, la SLA, pour commencer, donc on a un laser qui va venir projeter sur un miroir qui lui va pivoter, un laser CO2. Le miroir en pivotant va projeter le laser sur un bac de résine et donc va transformer la résine par photopolymérisation, ce qui va permettre d'obtenir la pièce couche par couche. Le plateau va descendre, on va laisser une certaine épaisseur de couche et on vient transformer la résine sur chaque couche pour créer sa pièce. Donc là, on travaille avec des bases acryliques, des bases polyuréthane, on a des matières souples. Les investissements sont beaucoup plus faibles. On a des entrées de gamme à 2000, 2500, 3000 euros pour des modèles industriels. Évidemment, la fiabilité n'est pas la même que sur un modèle à 60, 80 ou 100 000 euros. Ce qu'on va rechercher, plus on va monter en gamme, plus on va avoir de la répétabilité dans les pièces, on va avoir des matériaux performants sur des machines fermées la plupart du temps. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que ça va tendre. Les matériaux sont plus abordables. Pour les machines open source, on trouve des résines, même sur le commerce, à 20, 30 euros. Ça peut monter jusqu'à 300, 350 euros lorsque la machine est fermée. Donc c'est selon les investissements, évidemment, le prix sera pas le même, mais la qualité va en général avec l'investissement. On travaille encore une fois sur des petites séries et du prototypage visuel, même si ici, on peut pas faire du multimatière. Je reviendrai dessus après. La DLP, donc c'est légèrement différent. On travaille, faut s'imaginer un projecteur lumineux LED qui projette une image sur le bac de résine que vous voyez au centre, avec la résine en jaune, à travers une lentille. Et ce projecteur donc, va projeter l'image de la couche et donc va photopolymériser uniquement les pixels qui auront été sélectionnés par le projecteur. Donc le plateau lui descend dans la résine, il y a une membrane qui est transparente bien évidemment. Le plateau descend dans la résine, il laisse une petite couche de 30, 50, 70 microns et on va obtenir notre pièce de cette façon. Donc pour les plus et les moins, on a évidemment une bonne précision sur ces technologies-là puisqu'on travaille avec un laser qui est relativement avec un diamètre assez faible. On a une qualité, un aspect de surface qui est relativement bon. Vous voyez qu'on fait des empreintes avec et qu'on obtient des pièces qui sont quand même relativement propres. On peut travailler aussi avec des matières haute température. Vous voyez sur la droite, c'est un cyanatester, pardon, donc des matières qui tiennent bien à 200 degrés sous HDT. Après, mécaniquement, qui sont pas très 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 bonnes, mais qui tiennent quand même pas mal, à la température. Donc sur ces matières-là, on a sur les disponibilités matières, on a des matières transparentes, des matières souples. Alors ici, on peut pas faire varier le short. Par contre, on a des matières qui peuvent descendre assez bas en termes de short. Vous voyez sur la gauche avec la semelle. Et on peut réaliser donc des outillages. Même problème que sur la Polyjet, on a des vieillissements assez rapides, une résistance mécanique qui est assez faible et le post-traitement est assez laborieux s'il n'est pas automatisé. Donc ça peut être problématique de ce côté-là si on veut rentrer dans un processus un peu plus industriel. Et donc pas d'impression multimatériaux étant donné qu'on travaille dans un bac de résine. Là, je vais donner la main à Sébastien pour les deux dernières technologies. Maintenant, on va donc reparler de l'extrusion. Donc dans l'extrusion, quelles sont les technologies présentes? Donc
la plus connue, le FFF, donc dépôt de fil fondu. Autre technologie, la technologie qu'on appelle PAM, donc qui utilise là des granulés. Donc là, on s'affranchit l'étape d'extrusion fil et on utilise on va dire des granulés conventionnels qu'on peut retrouver en injection, en extrusion, etc. Au sein de la plateforme, on a de représenter donc les 3 machines dépôt de fil, donc de la gamme manière éducatif jusqu'à des machines plutôt industrielles, donc avec une Omni 3D, machine en plus grande dimension qui permet de faire du 500 au cube, donc pour envisager des outillages thermoformage par exemple, ou des pièces grande dimension, ou la production de pièces multiples. On a aussi de représenter au sein de la plateforme la technologie CFF, donc qui permet de déposer de la fibre continue de carbone ou de Kevlar. Alors, je pense que c'est une technologie qui est assez répandue. Donc, le principe, je pense que beaucoup le connaissent. Donc, c'est l'extrusion d'un fil thermoplastique à partir d'une bobine. Donc, je vous propose juste une petite vidéo d'illustration. Voilà, donc le matériau est disponible sous forme de fil, donc filament avec des matériaux qui peuvent être assez larges. Ensuite, alimentation donc, dans une buse d'extrusion, enfin, ou plutôt un canal chauffant, puisqu'il n'y a pas de vis, hein. C'est vraiment un canal chauffant. On vient pousser le fil à travers une buse. La buse, généralement, on peut avoir des diamètres différents suivant la précision qu'on veut donner à la pièce. Donc on va reprendre le fil. Donc du coup, effectivement, le diamètre de la buse va dépendre. On peut avoir par exemple une buse à petit diamètre et une deuxième buse à gros diamètre pour par exemple la surface, ou plutôt le contour avec une très bonne finition, et puis le cœur finalement où on a besoin d'accélérer la fabrication, ou alors envisager du bimatière. Donc en termes de matériaux, il y a beaucoup d'évolutions. Tous les chimistes proposent des grades. Bon, le grade le plus connu, le PLA, on va passer dessus. Aujourd'hui, il y a toute une gamme autour des copolyesters, des PETG, des matériaux techniques. Donc là, toute la famille des polyamides, polyamide 6, polyamide 12, etc., polycarbonate. Des matériaux souples, donc les TPU, donc principalement sur des duretés qui vont au-delà de 70 chora. Puisqu'il est difficile sur des chors vraiment faibles, alors 0, 10, 20, il est difficile d'alimenter le fil et de l'alimenter dans le canal chauffant. Des matériaux chargés, donc là, plutôt sous forme de fibres courtes, donc par exemple des PP ou des PA renforcés, fibres de verre, fibres de carbone, par exemple. Et puis de la fibre continue. Donc là, c'est par exemple la technologie Marforge qu'on a présent au sein de la plateforme, où on vient localement positionner de la fibre continue pour renforcer certaines zones de la pièce. Puis des matériaux haute performance, donc le PIC, évidemment, classique, les PPSU, des PEI, par exemple, qui vont tenir en haute température pour envisager des moules de thermoformage, par exemple. Donc voilà, un peu un aperçu des matériaux. Voilà, donc les plus et les moins, donc on l'a dit, du fait d'avoir des matériaux assez larges, on peut obtenir des pièces fonctionnelles, pièces mécaniques, pour envisager par exemple une substitution de pièces en usinage aluminium par exemple. Donc l'utilisation de thermoplastique, donc on peut retrouver dans des procédés conventionnels, même si le grade n'est pas toujours le même. Et puis le coût, soit en termes d'investissement machine, puisqu'on peut avoir des machines quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, et puis des coûts matières qui sont effectivement moins importants que ceux annoncés par Stéphane lorsqu'on parlait des résines. Et puis les points négatifs, c'est l'état de surface, donc le fait d'avoir un filament, et puis des propriétés qui peuvent dépendre du sens d'orientation, c'est-à-dire dans l'axe Z, on aura des propriétés moins importantes que dans l'axe X ou Y, d'où l'importance de la position de la pièce lors de la fabrication. Donc les deux dernières technologies, fusion de poudre et projection de liant, qui utilisent les deux de la poudre.
dans le cas de la projection de Lian, on n'en parlera pas dans ce webinaire, mais qui est plus dédié à la fabrication de maquettes, de visuels, qui a vraiment des propriétés assez faibles hein, mécaniquement, qui utilise plutôt une matière type plâtre. On va faire le dernier focus sur la fusion de poudre, qui elle utilise des matériaux thermoplastiques avec deux technologies majeures, la fusion laser, donc ce qu'on appelle le SLS, hein, le frittage de poudre, et la technologie MJF, le multijet fusion développé par HP. Donc au sein d'Alizé, on a de présent la technologie dernière génération des machines HP. Donc sur le principe, donc quelle que soit la technologie, que ce soit le SLS ou le MJF, on parle finalement de fusion de poudre thermoplastique, soit dans le cas et qui va être fusionné soit par un laser dans le cas du SLS, soit par l'association des agents de fusion et d'une source infrarouge par la technologie MJF. Donc, je vous propose une petite vidéo pour illustrer et mieux comprendre le process. Donc là, vous pouvez voir le procédé MJF et le procédé SLS. Donc, en gros, il y a trois étapes principales. Donc, on étale déjà une épaisseur de poudre sur un plateau, comme vous pouvez le voir, avec un rouleau. Dans le cas du SLS, ensuite, on vient fusionner. Et puis derrière, évidemment, ce qu'on peut voir là, c'est le batch de fabrication où on vient retirer, une fois la production terminée, la série de pièces. Donc, au niveau des matériaux, les matériaux tournent beaucoup autour du polyamide hein, depuis que la technologie existe. PA11, PA12. Depuis quelques années, certains industriels ont développé des résines spécifiques PA6, PA6 billes de verre, notamment pour avoir des équivalents en injection. Et puis des matériaux très techniques, le PIC, mais qui était aujourd'hui encore assez peu répandu. Et puis certaines technologies pouvant utiliser des TPU ou des matériaux souples comme polyester, donc aussi sur des duretés qui sont autour de 70-80 chora. En termes de coût, on peut avoir des machines à partir de 7 000 €, certains fabricants, des petites machines, pour notamment des machines ouvertes qui permettent de tester des différents types de poudre. Et puis évidemment, plus on va aller sur de la production et plus effectivement les investissements vont être lourds. Des coûts de matériaux qui se positionnent finalement entre on va dire le FDM et puis les technologies résine, avec effectivement un effort au niveau des fabricants d'équipements, fabricants de machines, pour réduire le coût des matériaux, pour envisager vraiment la fabrication de pièces série, puisqu'aujourd'hui c'est réellement la technologie la plus adaptée à la fabrication de pièces moyenne série, on va parler ça comme avec ce terme-là. On peut envisager plusieurs dizaines de milliers de pièces et peut-être complémentaires aux procédés conventionnels. Et ce qui effectivement est un des avantages, donc là on peut voir sur la gauche le procédé. Donc effectivement dans le cas du MJF, on a une lampe infrarouge qui vient fusionner les agents de fusion. Et en fait l'avantage de la technologie poudre, c'est qu'on peut utiliser l'ensemble du volume de fabrication. Contrairement aux autres technologies où en gros on positionne le nombre de pièces qu'on peut mettre sur un plateau. Là, l'intérêt du SLS ou du MJF, c'est de pouvoir optimiser le volume complet. Donc on peut superposer autant de pièces qu'on peut. Donc envisager dans un batch, peut-être suivant la taille de la pièce, 100, peut-être 1000, voire même au-delà, 5000 pièces, et de sortir en plusieurs dizaines d'heures, évidemment, puisque le process n'est pas instantané, peut-être en 48 heures, d'avoir notre série de pièces. Donc vraiment rapidement. L'avantage, propriété matière, intéressante, puisqu'on est sur des bases polyamides, donc quand on cherche effectivement de la tenue chimique ou d'autres propriétés, souplesse. Comme je l'ai dit, donc destiné plutôt à voire des productions moyennes et grandes séries. Les points négatifs, donc on ne répond pas à tous les cahiers des charges quand on envisage de la production. Donc surface qui peut pas être adaptée aux attentes de l'injection. Si on veut un polymiroir, il faudra effectivement ça nécessitera d'avoir des surfaces rugueuses. Ou des post-traitements. Il faudra des post-traitements pour atténuer ces effets. Je vais redonner la parole à Stéphane qui va conclure en vous donnant un résumé de ce qu'on a dit sur les technologies. Exactement, ici vous avez un tableau qui regroupe les différentes technologies qu'on a vues précédemment.
Si on regarde d'un point de vue assez global, les technologies résine seront plus dédiées à de la précision, donc des états de surface propres, une bonne précision dimensionnelle. On va aussi aller chercher des performances thermiques, tout ce qui est outillage. On peut monter parfois à 200, 250 degrés en HDT, donc c'est pas mal. Ça permet d'aller chercher des températures, des matériaux qui se transforment à des températures un petit peu plus hautes. Par contre, dès qu'on va aller essayer de chercher des gammes de matériaux spécifiques, des grades spécifiques, etc., ce sera vraiment compliqué du côté des résines. Il va falloir faire ce sacrifice-là. Et on a un coût des matières qui est aussi assez élevé et même un investissement machine qui est assez élevé sur la partie polyjet, projection de résine, projection de matière. Sur la partie poudre, le filament, on se rend compte qu'il y a plus de matière déjà, hein. Poudre, comme vous l'avez vu, on travaille avec des polypro, des TPU, des PBT, des PA6, des PA12. Donc là, on a une gamme de matière qui est déjà un petit peu plus fournie, même si ça reste assez restreint et qu'on n'a pas de grade spécifique possible. Le niveau précision, on est relativement bon, mais la granulosité des surfaces fait qu'on a une perte au niveau dimensionnel, forcément. Et par contre, plus adapté à des pièces de série, des petites et moyennes séries. Alors en moyenne, on parlait de 10 000 pièces par an, hein, tout à l'heure. Et le dépôt de filament qui est lui très adapté pour le test sur des grades de matière vraiment différents et donc des performances mécaniques et thermiques avec les matériaux chargés notamment que vous avez pu voir tout à l'heure. Hop. Donc on va passer à la répartition des solutions de fabrication. Donc ici vous avez du traditionnel en comparaison des procédés de fabrication additive. On se rend bien compte que la fabrication additive est plus placée de la maquette, prototype visuel, jusqu'à de la petite série, voire de la moyenne série selon la dimension et la complexité des pièces. Le moulage par injection, lui, évidemment, remplit sa fonction de production de grandes séries et de moyennes séries. Sur de la petite série, du coup, il y a toujours la question de se poser, est-ce qu'on fait un moule plutôt fabrication additive pour derrière injecter une petite série de pièces ou est-ce que on va passer sur des technologies SLS éventuellement si jamais le cahier des charges permet de créer des pièces sous cette technologie. L'usinage, lui, est fortement concurrencé par ces technologies-là. Évidemment, on ne concurrence pas le métal, l'acier, etc. Aujourd'hui, les coûts sont pas les mêmes. Mais des technologies parfois, comme les technologies de Markforged, par exemple, qui permettent d'aller chercher des performances mécaniques vraiment très bonnes, d'optimiser ces pièces, vont être très concurrentielles par rapport à des pièces usinées qui demandent beaucoup d'étapes et parfois du post-traitement. La résine, évidemment, reste sur la partie prototypage principalement. Il y a des gens qui font de la petite production avec, mais c'est principalement utilisé pour du prototypage visuel ou fonctionnel selon les technos. Ici, vous avez une répartition des matériaux, donc réalisée sous CES, donc notre outil d'identification des matériaux correspondant à des critères qu'on rentre dans le fichier. Donc ça fait partie des choses qu'on met à disposition lorsqu'on a des personnes qui souhaitent un peu voir ce qu'on peut faire en fabrication additive. Donc là, on a une diversité de matières qui est énorme. On a de la résine, on a de la poudre, on a des matériaux pour du fil. On se rend bien compte que la résine reste plutôt sur les hautes températures et donc les basses températures, mais on reste en dessous. On a une faible résistance aux impacts. Sur la partie, par contre, poudre, donc le nylon 12, pour le nylon 12 HP et le PA11 HP, on voit qu'il se place beaucoup plus sur des températures de 100 à 150 degrés, qu'on va chercher un petit peu plus de température, on a plus de flexibilité, donc on est plus sur des matériaux fonctionnels. Et enfin, le FDM qui peut monter voilà, à des résistances aux impacts très bonnes avec le polycarbonate et les Ultem qui résistent à des très hautes températures. Voilà, donc merci d'avoir fait cette présentation, Stéphane et Sébastien. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement depuis l'onglet de la plateforme. Donc première question, Stéphane, quelle est la technologie la plus répandue pour la fabrication d'empreintes? Du coup, ce sera plutôt les résines, notamment pour la tenue en température, sur du FDM et l'aspect de surface. Sur du FDM, on aura très peu on aura un aspect de surface qui sera assez pauvre, même si on a des matières qui répondent à ces applications-là.
Partie poudre, on a aussi cet aspect granuleux qui va faire qu'on aura des contre-dépouilles à l'intérieur de l'empreinte. Ça va nécessiter donc du post-traitement. C'est faisable, mais peut-être pas industriellement parlant intéressant. Et la technologie résine, donc avec ces aspects de surface non dimensionnels qui est relativement bon et ses bonnes tenues en température, correspond totalement à ces applications-là et permet donc d'injecter des petites séries de pièces sur du polypropylène. On peut monter à plusieurs milliers de pièces. Hein. Ok, donc merci pour cette réponse. Alors j'ai une autre question qui concerne la différence entre les fichiers 3MF et STL. Alors, le STL aujourd'hui est un fichier qui existe depuis très longtemps, donc ça permet de créer un maillage des facettes. Le fichier 3MF, il arrive en force, notamment grâce à la fabrication additive, parce qu'on intègre des textures, des couleurs. C'est un fichier qui peut contenir de la donnée au-delà du maillage qu'on avait précédemment. Et donc, on sort sa pièce de la CAO et on a directement les textures, les structures, les couleurs appliquées aux différentes phases de notre pièce. Ce qui permet, donc on a un fichier un petit peu plus lourd, mais ce qui permet de ne pas avoir à traiter toute cette partie sur le fichier de préparation et de tout faire dans la CAO. Donc voilà, c'est un fichier qui arrive de plus en plus sur le marché et qui va sûrement s'imposer. Ok, très bien. Alors, nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions pour le moment. Par contre, on prendra bien le temps de revenir vers vous. Donc, n'hésitez pas à les poser dans l'enquête qui va vous être envoyée. Donc, la diffusion sera bien disponible sur notre site Alizé Plasturgie avec le support de webinaire. Donc, si vous avez des remarques, des suggestions, des questions, si vous avez aussi besoin de rencontrer certaines personnes de la plateforme comme Stéphane ou Sébastien, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions directement dans l'enquête. Je vous invite également à participer au prochain webinaire puisque vous êtes déjà inscrit. En fait, en vous inscrivant à celui-ci, vous êtes automatiquement inscrit pour tous les webinaires de la série Les Mardis de la 3D. Donc rendez-vous le 14 avril pour celui autour de la technologie Markforged pour découvrir les cas d'application en fait autour de cette technologie filament, donc à partir de 14 h. Et puis après pour tous les autres webinaires qui suivront, donc le 28 avril, le 12 mai et le 2 juin. Donc vous trouverez juste ici les différents contacts de notre plateforme. Donc on vous invite à venir nous poser toutes vos questions. Et bien évidemment, la plateforme sera disponible pour des visites dès l'épidémie de coronavirus passée. On vous accueillera avec plaisir sur notre plateforme. Voilà, donc merci à tous pour votre participation et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.